Bonjour tout le monde, on va continuer avec ton accent, le jeu global, mais on commence avec la partie régionale et les éléments anatomiques. Donc, on va commencer avec ça et on commence par le thorax, la région pectorale. On a tout coûte, le tien, parce que si on fait par section, même si on fait plusieurs vidéos, bon, le salle, la plus facile pour nous toutes, pour nous, que lorsque un gros bagage côté de courir dormir là-dedans. Donc, le thorax, on commence par la région pectorale. Mais d'abord, une petite vision du thorax. On connaît toujours pas un petit bail du thorax. Donc, le thorax est formé, ça forme le thorax. On se rappelle, on a la paroi, c'est un cylindre creux, donc il y a une paroi. À l'intérieur de la paroi, il y a deux cavités pleurales qui contiennent les poumons et entre les deux, on a le médiastin. Le thorax contient le cœur et les poumons. Jean Dégondi l'enfant, il agit comme un canal médiastinal entre le cou et l'abdomen pour différentes structures. Il joue un rôle principal dans la respiration. De plus, la paroi thoracique protège le cœur et les poumons et sert de point d'attache aux membres supérieurs. Les muscles sont fixés à la paroi thoracique antérieure et ils permettent une partie de ce support et en association avec le tissu projectif, les nerfs, les vaisseaux, le fascia superficiel de la peau, ils forment la région pectorale. OK? Donc ça, c'est comme d'habitude. Toujours qu'on tient introduction que y aurait mes bails. Voilà. Bon. Maintenant, on voit la région pectorale proprement dite. OK? Donc, la région pectorale est externe à la paroi thoracique antérieure. OK? Roger Kokonia, il dit externe veut dire en superficie et interne veut dire en profondeur. OK? La région pectorale est externe par rapport à la paroi thoracique antérieure et elle relie le membre supérieur au dos. La paroi pectorale, ça. Elle est formée d'un compartiment superficiel contenant la peau, le fascia superficiel et les seins, et d'un compartiment profond contenant les muscles et les structures associées. Et les nerfs, les vaisseaux lymphatiques, les vaisseaux et les lymphatiques du compartiment superficiel émergent de la paroi thoracique, de la fosse axillaire et du cou. Ça, c'est le schéma Sayomoto. Et où est tout nerf en rouge, dans les artères, en vert les vaisseaux lymphatiques et en jaune les nerfs. OK? Bon. Alors, partie superficielle, c'est la peau et le sein. Donc, les seins, là, ça arrive jusqu'ici, jusqu'au processus axillaire ouais, qui rentre carrément un petit peu en bas des pectorales. Bon, ça, c'est pas tellement important. OK? C'est, oui, pas tellement important pour le schéma, mais quand même important pour la clinique parce que on verra, lorsque on va rechercher les signes pour le cancer du sein, il faut bien savoir toutes les limites du cancer du sein. Donc, les glandes mammaires sont des glandes sudoripares modifiées situées dans le fascia superficiel antérieur au muscle pectoral de la paroi thoracique antérieure. OK? Donc, nous avons notre sein qui est sur le muscle. Et l'espace qui est entre le muscle et le sein, il y a l'espace rétro-mammaire. La glande mammaire est formée d'une série de canaux. Okay? On voit les canaux ici. Une série de canaux associés à des lobules sécrétoires. Ceux-ci convergent pour former 15 à 20 canaux galactoformes qui s'abouchent de manière indépendante au mamelon. Donc, chaque petit canal, ensemble canal venir au niveau de mamelon. Okay? Et le mamelon est entouré d'une zone de peau circulaire pimentée, donc toujours plus foncée,
qu'on appelle l'aréole. D'habitude, les femmes ont toutes le même nombre, 15 à 20 glandes et canaux galactophores. Et il y a le même nombre de glandes galactophores. Donc, le volume du sein, au CTTA, il n'est pas fait glanio 20 plus. Donc, quand on a un gros tété, quand on a un petit tété, on a à peu près même pas les glandes à tout le monde. Donc, la production du lait maternel ne dépend pas du volume du sein. C'est vraiment ce que tu petit, qu'on peut pas et qu'on peut pas lait pour bailler petit. Un tissu conjonctif bien développé entoure les canaux. C'est là jaune dans la communauté. Entoure les canaux et les lobules de la glande mammaire. Dans certaines régions, il existe des condensations de ces tissus qui définissent les ligaments qu'on appelle les ligaments suspenseurs. Ici, on retrouve les ligaments suspenseurs du sein qui se développent dans le derme et la peau et permettent la suspension de la poitrine. Alors ça, c'est premier bail que nous avons dans les ligaments suspenseurs là, ou est que ce sont des ligaments suspenseurs qui sont à l'intérieur de la glande. Les ligaments suspenseurs là, pas reliés glande au muscle, au plan profond. C'est pour ça que avec l'âge, le sein qui est surtout soutenu par la peau, on se rappelle qu'il est formé de fibres élastiques de cartilage, ok, la peau va se relâcher et les seins vont donc s'affaisser. Deuxième bagaille, c'est que ces ligaments suspenseurs du sein, ok, ils peuvent être rétractés à cause de cancer. Donc, les carcinomes mammaires peuvent entraîner des rétractions au niveau de ces ligaments et ça va provoquer des invaginations de la peau et point de TTA qui rentrer en dedans. On peut avoir une rétraction du mamelon. Chez les femmes qui n'allaitent pas, le sein est composé principalement de graisse, alors que chez la femme qui allaite, le tissu, normalement, le tissu glandulaire est plus important. Le sein se situe au-dessus du fascia profond en rapport avec le muscle grand pectoral et les autres muscles situés en dessous. Une couche de tissu conjonctif, l'espace rétro-mammaire, sépare le sein du fascia profond et permet un certain degré de mouvement des structures sous-jacentes. C'est grâce à cet espace-là que les seins secouent comme ça. Ce qui, des fois, n'est pas pour me déplaire. Bon, passons. La base ou surface d'insertion de chaque sein s'étend verticalement de la 2e à la 6e côte. Songez qu'il y a pour contrôler les 2e côtes, c'est au niveau de la jonction entre le manubrium et le corps du sternum, l'angle sternal, qui montre la 2e côte. La première côte qu'on voit sur ce schéma, on se rappelle que la première côte n'est pas palpable. Donc, le sein s'étend de la 2e, 3e, 4e, 5e et 6e côte. Et transversalement, du sternum jusqu'au niveau de la ligne médio-axillaire. Transversalement, le sein s'étend du sternum jusqu'à la ligne médio-axillaire, ça veut dire que l'enlevé point tout, ok, du coup axillaire où tu élèves une verticale qui sépare ça en 2 parties, c'est ce qu'on appelle la ligne médio-axillaire latéralement. Maintenant, la vascularisation du sein, oui, dans la vie globale, la vascularisation du sein, le sein est en relation avec la paroi thoracique et les structures associées aux membres supérieurs. Aussi, la vascularisation et le drainage suivent plusieurs voies. Donc, latéralement, nous avons les vaisseaux issus de l'artère axillaire. Donc, de ce côté-là, les vaisseaux qui sont issus de l'artère axillaire, les vaisseaux qui sont l'artère thoracique supérieure, l'artère thoraco-acromiale, de la branche thoracique de la branche pectorale de l'artère thoraco-acromiale, artère thoracique latérale et l'artère subclavienne. Médialement, en dedans, nous avons les branches de l'artère thoracique interne.
ici l'artère thoracique interne, et toutes les branches qui vont se sortir des espaces sous-cutanés pour venir irriguer la glande mammaire. Les deuxième à quatrième artères intercostales via les branches qui perforent la paroi thoracique et suivent le muscle. Ensuite, le drainage veineux, les veines qui drainent le sein sont associées aux artères. Il n'y a pas représenter là sous schéma ça. L'innervation est donnée du sein réalisé par des rameaux cutanés antérieurs et latéraux issus des deuxième, troisième, quatrième et cinquième nerfs intercostaux. Comme nous avons dans notre schéma. L'aérole est innervé par le quatrième nerf intercostal. Tandis que le drainage lymphatique, vous dites encore, vous entendez, en vert, c'est le drainage lymphatique qui va expliquer la répartition des métastases, qui va expliquer la répartition des métastases qui arrivent lors du cancer du sein. Donc, le drainage lymphatique du sein est le suivant. Les vaisseaux lymphatiques latéraux et supérieurs qui se drainent au niveau des nœuds axillaires. Le reste du drainage se fait principalement dans les nœuds parasternaux, ce qu'on appelle les nœuds parasternaux, qui sont situés à la face profonde de la paroi thoracique antérieure et associés à l'artère thoracique interne. Ensuite, une petite partie du drainage se fait via les vaisseaux lymphatiques qui suivent les branches latérales des artères intercostales postérieures et qui sont connectés avec les nœuds intercostaux situés près de la tête et du col des côtes. Les nœuds axillaires se drainent dans les troncs subclaviers, les nœuds parasternaux se drainent dans les troncs bronchomédiastinaux et les nœuds intercostaux se drainent soit dans le col du thoracique, soit dans les troncs bronchomédiastinaux. Ce qui explique que toute cette région-là peut s'infiltrer, en particulier la région pulmonaire aussi, peut être infiltrée des métastases lorsqu'on a le cancer. Le sein chez l'homme, il est rudimentaire et forme simplement de petits canaux qui souvent ne sont composés que de cordeaux cellulaires et qui ne s'étendent pas hors de l'aréole. Le cancer du sein peut se voir aussi chez l'homme, mais c'est pas. Donc nous avons le prolongement axillaire du sein qu'on appelle encore la queue de Spence. OK? Il est important pour les cliniciens de se rappeler, lorsqu'ils examinent le sein en pathologie, que la région supérieure et latérale du sein peut se prolonger jusqu'au bord latéral du grand pectoral et dans les selles. Ce processus axillaire, prolongement axillaire, peut passer au travers du fascia profond et s'étendre en haut jusqu'au sommet de l'aisselle. C'est ça que je t'ai représenté dans le schéma. Ça peut entrer jusqu'au haut de l'aisselle. Et voilà donc le cancer du sein. Ce schéma-là, c'est pour mieux comprendre la classification, les stades du cancer du sein. Si nous voulons étudier le un problème, je vais poser une petite question dessus, mais c'est tout simplement pour comprendre l'importance du réseau lymphatique. Donc, le cancer du sein est l'un des cancers les plus fréquents chez la femme et les plus dramatiques. Le cancer du sein se développe à partir de cellules, des lobules glandulaires, des cellules galactophores ou des acidus. En fait, tout ce qui se développe, tout ce qui continue à se multiplier peut former un cancer. Les facteurs interviennent dans la réponse au traitement. Ces facteurs interviennent dans la réponse au traitement chirurgical, en radiothérapie et par chimiothérapie. Les tumeurs du sein s'étendent via les veines et les lymphatiques ou par extension directe. Quand une patiente présente une boule dans le sein, le diagnostic du cancer peut être confirmé par une biopsie, analyse histologique après cette confirmation, le clinicien devra évaluer le stade de la tumeur. Donc, qu'est-ce qui va définir le stade de la tumeur? C'est la taille de la tumeur principale, le site exact de la tumeur initiale,
le nombre et le site de ganglions lymphatiques envahis, se rappeler tout bail lymphatique qui va dans différentes chaînes ganglionnaires, les organes que la tumeur peut avoir envahis. OK? Bon. Ensuite, voici un schéma. Ça, c'est dû justement à la rétraction, à l'infiltration du cancer au niveau des ligaments. OK? Vous voyez, le mamelon est complètement rentré à l'intérieur. Donc, ça, c'est dû justement à l'atteinte. Bon, ça, le livre parle du drainage lymphatique du sein, qui est complexe. Les vaisseaux lymphatiques vont au nœud axillaire, supraclaviculaire, parasternaux et même à des nœuds lymphatiques abdominaux, aussi bien qu'au sein du côté opposé. Le contrôle des métastases nodulaires du cancer est difficile car la tumeur peut s'étendre à travers de nombreux. Okay? Et on va avoir tout ça, toute cette infiltration va nous donner ce qu'on appelle la fameuse peau d'orange, semblée aux oranges. OK? Actuellement, ulcération. Maintenant, lorsqu'on veut traiter le cancer du sein, le plus souvent, on fait ce qu'on appelle une mastectomie. Et des fois, il faut prendre tous les tissus suivant l'infiltration, il faut retirer tout tissu qui arrive jusqu'à la paroi thoracique. Et à ce moment-là, on peut atteindre le nerf thoracique long, OK, qui sera responsable de ce qu'on appelle une scapula alata. Une scapula en forme d'aile. OK? Ou encore, autre problème que l'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir atteinte du grand dorsal. Or, vous savez que le grand dorsal, OK, il joue dans l'extension et la rotation médiale et l'abduction de l'utérus qui vont donc se trouver affaiblis. Bon, alors c'est tout pour cette première partie. L'autre partie, c'est la région pectorale qu'on verra dans une autre vidéo. Au revoir tout le monde et donc à la prochaine vidéo.